7h30 du matin, Jean-François Ouriez embarque à bord de la pilotine du port de Cherbourg. Il part rejoindre l'Ever Royal, un porte-container coréen qui arrive de New York. Jean-François est pilote de haute mer. À la différence des pilotes habituels qui assistent les navires à l'entrée ou à la sortie du port, lui va accompagner pendant plusieurs jours le bateau qu'il part rejoindre. Ils sont comme lui une douzaine en France à pouvoir guider les navires à travers la Manche. Leur présence à bord n'est pas obligatoire, mais dans ce secteur très fréquenté, elle rassure les compagnies et soulage les commandants. Après 4 jours de traversée de l'Atlantique, le porte-container vient de ralentir à la hauteur de Cherbourg. Jean-François grimpe à l'échelle de corde pour rejoindre la passerelle de commandement. Aujourd'hui, le temps est beau, la mer est calme, la manœuvre ne pose aucun problème. Il va rester 2 jours à bord, le temps d'accompagner l'Ever Royal jusqu'à Rotterdam. Un pilote hauturier c'est un pilote dont la fonction est essentiellement de fournir des conseils au commandant pour la traversée de zones, dans le cas présent de la mer du Nord, de la Manche. Bon, dans la pratique, c'est lui qui assure toute la partie navigation dans cette zone-là. Mais juridiquement, il est là uniquement pour donner les conseils au commandant. L'Ever Royal transporte 3500 containers qu'il doit remonter vers plusieurs grands ports de l'Europe du Nord. Parti quelques jours plus tôt, un autre pilote de haute mer, Jean-Pierre Pouenot, assure la même charge sur l'Ever Reach, un porte-container jumeau. Un pilote hauturier embarqué sur un navire apporte son expérience. En général, je dis bien, nous sommes d'anciens commandants, pour la plupart, donc avec une certaine expérience et du métier et des endroits fréquentés. 285. Yes, thank you. La connaissance du coin, en fait, c'est l'essentiel du métier de pilote hauturier. Mais tout n'est pas acquis. On dispose de tous les documents du bord, les cartes. D'ailleurs, on possède personnellement, chaque pilote a sa collection de cartes personnelles. Un bouquin personnel rédigé à partir des connaissances acquises, des connaissances, des notes personnelles et d'un ensemble de choses qu'on a acquises en passant et en repassant dans les coins. Quand le pilote hauturier prend son service, il le fait toujours officiellement sous responsabilité du commandant. C'est-à-dire que c'est au commandant à décider de son attitude. Soit il peut rester à la passerelle, mais ce n'est pas le but de l'opération. En principe, il y a une certaine délégation du commandant au pilote, mais c'est un accord tacite. Le commandant peut se libérer, se décharger, faire confiance au pilote ou non. Le pilote n'est là que pour donner des conseils. Le pilote hauturier n'est là que pour donner des conseils. C'est-à-dire l'expression consacrée, personne ne démonte un capitaine sur sa passerelle. Le commandant est toujours maître à bord. Pour devenir pilote hauturier, il y a plusieurs filières. Ce sont en général des gens qui ont un brevet de commandement, qui ont commandé ou qui ont fait un certain temps de second capitaine, enfin qui ont un temps de navigation sur le pont assez conséquent. Avant de devenir pilote hauturier, un élève pilote, appelons ça comme ça, un élève pilote hauturier embarque avec un pilote hauturier expérimenté qui juge de sa capacité à le devenir ou pas. Il ne sera pas lâché seul avant qu'un pilote confirmé ait donné son accord. C'est une fonction qui est directement liée à la sécurité. Alors, ça l'est tellement que dans des zones très proches des côtes, tout ce qui est portuaire, c'est devenu indissociable de la sécurité, tellement indissociable que les autorités ont décidé de l'imposer. Dans une zone aussi vaste que la zone de la Manche et de la mer du Nord, ce n'est pas une obligation. Les instances internationales le recommandent pour certains types de navires, navires à grand tirant d'eau ou navires avec des cargaisons dangereuses. C'est laissé au bon vouloir de la compagnie ou du commandant du navire. 51 degrees, 20.8 north, 002 degrees, 11.0 east. A white burst on the Chambucat are requested. 51,
Eh bien, en face, il y a l'Angleterre. Sur notre gauche, il y a tous les navires montants de France et de Sud-Europe, là, disons. Et puis venant de Nord-Europe, sur la droite, il y a... Et alors nous, dans l'axe sortant de Rotterdam. Yes, good afternoon. My position is Abim Interbang Boy, 1.5 mile. Roger, Commodore Clipper. How many passengers on the Commodore, please? Le cross, c'est un petit peu l'équivalent de la tour de contrôle pour un pilote portuaire. C'est-à-dire que nous, quand on est sur notre zone de travail qui est donc Manche, mer du Nord, les interlocuteurs terrestres qu'on va avoir, si on a une info à échanger ou qui ont une vision plus large des choses et générale, ce sont les crosses. En fait, ce sont les VTS, c'est-à-dire les Vessel Traffic System, qu'on retrouve côté français à Griné, qu'on peut retrouver côté anglais, à côté de Douvres, qu'on retrouve sur la côte allemande au German Bight. Les difficultés que les pilotes hauturiers peuvent participer à régler, effectivement, en Manche et en mer du Nord, tiennent à la configuration de la navigation dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est vraiment un endroit où la navigation, on peut le dire, est à 3 dimensions. Beaucoup de bancs de sable et des chenaux de navigation, en fait, entre les bancs de sable, donc chenaux de navigation très étroits. Vous avez 3000 nautiques de largeur à cet endroit-là, par exemple. Passage lui-même, pas très profond. Vous avez ici des sondes à 28 mètres, 26 mètres, 26 mètres, 23 mètres, avec des navires qui ont des tirants d'eau parfois de 23 mètres. Jusqu'à 200 navires qui remontent tous les jours, entre 150 et 200, et entre 150 et 200 qui descendent. Ça fait jusqu'à 400 navires qui transitent. À quoi on ajoute donc 100 à 150 traversées de ferry entre Calais et Douvres. Il y a des informations qui sont diffusées par les crosses, qui sont des informations générales pour tous les navires. Et quand on s'est signalé en tant que pilote, il va pouvoir nous donner des informations, c'est souvent à notre demande, et des informations plus précises sur la zone exacte où sont les pêcheurs, où est-ce qu'on peut couper à cet endroit-là le rail parce qu'il y a un trou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de navires descendants. Ça va se faire de façon plus simple. Je crois qu'on doit surtout voir les petits bateaux qui passent à travers n'importe comment et qui empêchent les gros bateaux de naviguer convenablement. Un super pétrolier qui passe, qui a 18 mètres de tirant d'eau, il ne peut pas choisir sa route. En plus, les petits oublient qu'il a besoin de quelques milles pour changer sa course. La navigation en Manche, c'est cela. Des dizaines de bateaux qui se suivent dans le goulet resserré qui sépare la France de l'Angleterre. Des ferries, des chalutiers, des cargos, des pétroliers, des plaisanciers empruntent les mêmes voies pour des destinations différentes. Chacun se croise et se recroise. Les bancs de sable, la météo, les courants rendent la navigation difficile. Les risques sont permanents. Les pilotes hauturiers sont demandés en général par deux catégories deux principales catégories, des gros navires, des navires qui ont ou des problèmes de tirant d'eau et qui doivent passer à travers des endroits resserrés et de faible profondeur, donc qui doivent passer à des moments bien précis de la marée pour pouvoir avoir suffisamment d'eau pour avancer. Et ou alors des navires comme ceci, c'est-à-dire des porte-conteneurs qui sont en transit rapide, qui ont besoin de gens pour pouvoir remplacer le commandant. Il faut donc aujourd'hui, quand on est le capitaine d'un grand navire de commerce, arriver au port en forme. Les escales dans les ports d'Europe du Nord représentent un travail important. En plus de conduire le navire, il faut à terre s'occuper des tracasseries administratives. Mais surtout, les commandants se transforment de plus en plus en commerciaux. Il faut trouver du fret et assurer les contacts avec les transitaires. Le pilote de haute mer que l'on prend à l'entrée de la Manche permet de dormir quelques heures avant l'escale. Malgré ces avantages, le pilotage de haute mer est encore une pratique peu courante. Si quelques compagnies en ont pris l'habitude, le pilotage de haute mer est souvent occasionnel ou réservé à des conditions exceptionnelles.
on a un certain nombre de cas de figure où un navire va faire appel à un pilote hauturier parce qu'il est dans une situation particulière à un certain moment. C'est le cas des navires de tramping qui n'ont pas des routes régulières où on va dire à un commandant, ben voilà, finalement vous n'allez pas ce port-là, vous devez changer de route. Et là, il va demander à son armement la présence d'un pilote hauturier. Je pense que c'est une bonne chose quand il y a un pilote hauturier à bord, parce que la mer du Nord est l'une des plus fréquentées du monde, où s'y croise un nombre considérable de navires transportant des matières dangereuses, chimiques et pétrolières. Les pilotes hauturiers augmentent la sécurité des bateaux et de l'environnement. Il y a quand même un certain nombre de repères qui sont bien visibles la nuit. Hein. Il y a des phares qu'on voit très bien la nuit, alors que si on va naviguer 2 jours avec un temps crapoteux comme celui-là, là on n'aura pas ces repères. On ne les verra pas les phares, puisqu'ils ne sont pas allumés. Par contre la nuit, un phare bien installé qui pète bien, c'est un repère bien plus visible que du jour. Pour ce qui est des difficultés du travail de nuit, consiste essentiellement à distinguer les différents feux. Et ceci est encore augmenté dans les zones côtières, proches de la côte, où il y a encore les feux de terre qui viennent interférer avec les feux des différents navires, ce qui augmente la difficulté. Donc en fait, on ne peut pas se passer du radar. Mais ça n'empêche pas que les anciens comme moi, formés à l'ancienne école, il reste encore le réflexe d'aller voir avec ses yeux si ça correspond à la situation électronique, si vous voulez, quoi. On est présent en permanence dans les secteurs difficiles, comme celui-ci en est un actuellement. On peut être de Cherbourg jusqu'à Northinder. Ça peut représenter 10 heures à 12 heures. Et après, un peu de repos, 1 heure ou 2 de repos est très bienvenu, quoi, hein. La longueur d'écart fait qu'effectivement, à la fin, il y a une certaine fatigue qui se fait ressentir. On a une certaine habitude qui fait que l'on est beaucoup moins tendu et beaucoup moins concentré que quelqu'un de non habitué qui serait un peu crispé sur l'appareil, quoi. 23 heures. L'Ever Royal vient de prendre son poste au quai de Rotterdam. Les amarres sont à peine posées et le balai des grues commence. La compétition est telle que pour ne pas rater un marché, les grosses compagnies font se succéder à une cadence rapprochée leurs navires dans les principaux ports. Tout est fait pour accélérer les cadences. On charge, on décharge, de jour comme de nuit, pour libérer les quais et faire repartir le bateau le plus rapidement possible vers sa prochaine destination. Le commandant est à terre, à bord. Jean-François prend un bref repos avant de repartir pour le port de Brême, en Allemagne. Oui, votre route et votre vitesse actuelle, s'il vous plaît. Alors, actuellement 215, 20 nœuds 6. Oui, je vous rappelle. Ok, merci. L'Ever Rich, lui, arrive en vue du Havre, juste avant l'aube, avec à son bord Jean-Pierre. Le pilote du port se présente. C'est lui maintenant qui va diriger la manœuvre pour amener le bateau jusqu'à son quai. Starboard 10. La marine, c'est comme dans tout. On a maintenant du mal à trouver du personnel compétent, aussi bien officier qu'à l'équipage. Hein. Bon, on parle toujours des Philippins, mais on ne parle pas jamais des officiers, puisque les officiers maintenant sont rares sur le marché du travail, et en nombre et en qualité. Surtout ici où on a quand même des conditions de navigation qui sont dans des eaux resserrées, avec du courant, avec de la brume, avec du vent, du mauvais temps, beaucoup de navigation, beaucoup d'anticollisions à faire. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des accidents de temps en temps. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et donc, nécessité d'avoir des pilotes qualifiés pour les ports et des pilotes hauturiers qualifiés pour la haute mer.
on est amené à côtoyer, que ce soit sur le bateau lui-même ou sur des bateaux voisins, des équipages qui ont un comportement assez dangereux et enfin, en tout cas inexpérimenté. En voyant comment certains positionnent une carte, on comprend leur ignorance. Ils ne connaissent pas non plus les courants et leurs effets. Ce sont les mêmes qui ne respectent pas les distances de sécurité entre navires. Ils se rapprochent trop et c'est particulièrement visible en Manche. Pour survivre dans le monde sans merci du commerce maritime international, il faut baisser les coûts. La concurrence est mondiale. Il faut aller toujours plus vite, toujours moins cher. Moins cher sur l'entretien, moins cher sur la main-d'œuvre. Mais il ne faut pas se tromper. C'est l'absence de réglementation internationale efficace qui est ici en cause. Même en Europe, il est difficile de se mettre d'accord pour imposer des règles de sécurité communes. Il m'est arrivé de faire des bateaux, enfin un bateau en particulier, je ne veux pas citer le pays ni le pavillon, où c'était vraiment d'un niveau très faible. À tel point que sur ce bateau, ils n'avaient pas de carte, ils étaient en dessous de tout. Et il a fallu que j'intervienne personnellement, puisqu'on est un petit peu là pour ça quand même. J'ai demandé au commandant de faire monter le minimum de matériel pour naviguer en mer du Nord. Lui, à partir du moment où il avait un pilote hauturier, c'était fini. Il avait tout le matériel réglementaire à bord. Sur les navires, les rotations sont rapides, les temps d'escale de plus en plus courts. S'y ajoute la réduction du personnel. La manœuvre sur le pont s'est mécanisée, les passerelles profitent d'un matériel sophistiqué, mais le travail est toujours le même. Heureusement, la plupart des navires sont bien menés, mais la fatigue est un danger sournois de plus en plus fréquent. Elle ne fait pas bon ménage avec l'augmentation du trafic dans les zones à risque, comme ici, où peuvent se combiner passage étroit, mauvais temps, visibilité réduite et la nécessité d'anticiper la marche inexorable d'un grand cargo. Je rencontre le plus souvent des gens très fatigués dans cette zone-là parce qu'il y a des rythmes de travail, des cadences qui sont particulières. Donc des gens fatigués plus que des gens qui auraient vraiment un brevet de complaisance. J'ai simplement une petite anecdote personnelle, mais je ne sais pas si c'est de la tricherie ou si ça fait partie des choses qui se font. J'ai été désigné une fois pour embarquer sur un navire battant pavillon Bahamas. J'ai donc un brevet de capitaine au long cours et en arrivant sur ce bateau, on m'a dit que je ne pouvais pas commander ce bateau puisque je n'avais pas de diplôme émanant des Bahamas. Alors j'étais sur le point de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Mais on m'a dit non, il n'y a pas de problème. 48 heures après, j'avais un brevet Bahamas que j'ai précieusement gardé. La formation des marins de commerce est en baisse générale. Elle accompagne la réduction des salaires. Une fois de plus se pose la question d'une surveillance internationale afin de vérifier la solidité de certaines formations. Il y a peu de temps, le secrétaire général de la Fédération internationale des transports est allé incognito au Panama. Contre une somme en dollars, il a réussi à obtenir un brevet de second pilote tout à fait valable, alors que lui-même n'a jamais navigué. Stop the bow. Stop bow. It's not compulsory, the deep sea pilots. Les pilotes hauturiers ne sont pas obligatoires. Je pense que les gouvernements français, anglais et hollandais devraient se pencher plus sérieusement sur le problème de la sécurité à bord. On voit trop d'équipages bon marché, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune éducation, aucune formation, en tout cas loin de la nôtre. Un des problèmes qu'on rencontre actuellement sur les passerelles est le problème des formations qui sont irrégulières. Des écoles de marine où on a des niveaux d'officiers très, très divers. Donc l'OMI régule un peu tout ça. STCW, c'est-à-dire les normes de travail, imposent des conditions minimum, mais les écarts sont encore très importants. Et donc il y a des navires où la présence du pilote est beaucoup plus justifiée que d'autres.
C'est après la guerre que les Anglais ont développé le pilotage de haute mer afin de se frayer un chemin sûr à travers les mines et les épaves nombreuses en Manche à la fin du conflit. Mais le véritable démarrage de cette activité remonte aux années 70 avec l'augmentation du trafic. Les Hollandais se positionnèrent plus rapidement que les pilotes français sur ce marché, un retard que nous n'avons jamais rattrapé alors que nous étions parmi les premiers à proposer ce service. C'est une activité qui était issue des pilotes de Dunkerque qui passaient à travers les bancs de Flandre pour conduire les navires jusqu'à Anvers. Donc en France, l'origine est à ce niveau-là. Les choses un peu plus en main à une échelle plus grande, en particulier les Hollandais. Mais les Hollandais, disons, à leur avantage, ont comme point de départ ou point d'aboutissement Rotterdam, qui est le premier port d'Europe. Et donc les armateurs qui ont besoin d'un pilote pour aller à Rotterdam, en général, ont comme idée de demander un pilote hollandais. Donc ce qui a permis un développement plus conséquent de leur station. Pour l'instant, nous avons beaucoup de demandes, mais il y a des pics aussi bien vers le haut que vers le bas. Nous faisons aussi des interventions offshore dans les eaux hollandaises de la mer du Nord. L'activité du pilotage est une activité indépendante, donc on est une petite organisation qui travaille en groupement coopératif. Alors le pilotage hauturier en Europe, ça représente à peu près 80 personnes, réparties de la façon suivante. Il y a environ 12 pilotes hauturiers en France, c'est une des plus petites stations. Il y a environ une trentaine de pilotes hauturiers aux Pays-Bas. Et puis il y a à peu près 45 pilotes britanniques répartis en 2 stations différentes. En revanche, pour des raisons de sécurité, on demande actuellement de plus en plus de pilotes hauturiers. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, nous ne sommes pas assez nombreux. 80% du commerce mondial passe par la mer. Pour récupérer cette manne, les ports européens se livrent une concurrence feutrée, mais bien réelle. Chaque nation soutient, sans trop l'avouer ouvertement, ses propres candidats. Il faut avant tout attirer les navires chez soi, avec des installations portuaires plus efficaces, plus faciles d'accès et des services, si possible, moins chers que chez le voisin. À ce jeu, les Français sont toujours un peu en retard. Après les différents accidents survenus récemment sur les côtes européennes, des mesures seront bientôt prises. Lesquelles, personne ne le sait vraiment. Le pilotage de haute mer fait partie des aménagements envisagés. Il pourrait être rendu obligatoire au minimum pour les bateaux à cargaison sensible. Notre formation d'officiers de marine est une des meilleures du monde. Nos côtes longent la plus grande autoroute maritime. Nous sommes souvent en première ligne en cas d'accident. Il serait dommage que dans l'avenir, nous ne soyons pas plus présents dans ce domaine.